Salut les monstres, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur le TCG papier. Les AP KO Rising sont dispo. J'en ai fait quelques-unes avec mon frère et je voulais vous faire une vidéo un peu react, vous donner mon avis sur les expériences que j'ai déjà eues, ce que donnent les decks, ce qu'on peut changer, la méta qui s'installe un peu sur le format AP. Et, euh, Et du coup, n'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à liker, à partager et à, et à suivre la chaîne. Car si ça vous plaît, je ferai du contenu de ce type-là plus souvent. Euh, pour commencer, si jamais il y a des gens qui se posent la question pour se lancer ou qui savent juste pas ce que c'est et que ça peut intéresser, en gros, quand on fait une AP Pokémon, on paye entre 36 et 38 euros selon les boutiques. Et on a ce que vous voyez ici, le kit d'AP. En fait, le kit d'AP, donc, qui est un deck de niveau 2, ce qui ne veut pas dire grand-chose en vrai. Dans ce kit d'AP, vous avez un deck préconstruit aléatoire dans lequel est mis en avant l'une des 4 promos qu'on voit à côté. Donc là, pour l'AP KO Rising, on a Muplodocus, Faramp, Gouplin et comment il s'appelle en français? Crobat, désolé, ça me revient. Nostanfer, voilà. Nostanfer, euh, qui sont donc les 4 promos qui sont mis en avant dans les decks d'AP. Vous avez donc un deck de 44 préconstruits qui sont tout le temps les mêmes avec l'une de ces 4 cartes et le deck qui lui est associé, plus 4 boosters qui peuvent vous permettre d'améliorer le deck ou pas. Il faut savoir qu'il n'y a pas de stats réellement dans les kits d'AP comme on peut avoir dans les displays. Où on sait que dans les displays, en général, si je dis pas de bêtises, c'est une alt par display. Là, on peut avoir des dingueries dans les 4 boosters comme ne rien avoir. Néanmoins, les 4 boosters sont pensés pour pouvoir potentiellement améliorer le deck. En avant-première, ce qui est important à savoir, c'est qu'on n'est pas limité à 4 exemplaires de la même carte. C'est-à-dire que si, je prends un exemple, si dans le Gouplin, on a 4 fois la base dans le deck et qu'on en ouvre 5, 6, un cinquième et un sixième en plus dans les boosters, on peut les mettre si on trouve ça intéressant. Et ensuite, en général, à la fin du tournoi, vous avez 3 boosters en plus, voire 4 si vous êtes premier. Ce qui est plutôt intéressant, au-delà d'avoir la carte promo qui peut se revendre à un bon prix, 36 voire 38 euros pour 7 boosters pardon, de la nouvelle extension en avant-première, plus la promo, plus le fait que quand vous débutez dans les préconstruits, il y a beaucoup de supporters et objets qui sont joués dans beaucoup de decks, donc ça vous permet de récupérer ce type de staple. C'est vraiment des formats intéressants et c'est super fun parce qu'il y a une espèce de méta tournoi AP qui s'installe. On découvre le deck, on essaye de l'améliorer et c'est vraiment hyper intéressant. Donc là, je vais vous présenter les decks, dire ce que j'en pense, ce que j'ai pu en entendre, parce que j'ai pas eu l'occasion de tous les tester, pour être honnête. En gros, moi, je joue avec mon frère, et en fait, on a une collection commune. Donc en fait, samedi dernier, au beau jeu, on a fait 5 AP au total, mais du coup, lui 2 et moi 3. Et en fait, du coup, on regroupe les cartes. En général, on joue pas la même chose, donc on arrive à se débrouiller. Et donc, moi j'ai fait 3 AP, mon frère 2. Je vais encore en faire. Et donc là, c'est juste pour vous donner un peu mon avis, qui est pas forcément exact. C'est mon avis à moi, mon ressenti à moi, et sur ce que j'ai pu entendre. Et peut-être que ça pourra vous aider potentiellement à mieux modifier vos decks, à mieux vous adapter au match-up. Donc voilà, on y va. Excusez-moi. Hop. Donc le premier, vous avez le Gouplin. Gouplin qui est donc un deck feu. Avec la présence du Gouplin en 3 exemplaires, son niveau 1 en 3 exemplaires et sa base en 4 exemplaires. Le Gouplin, qui est donc la carte maîtresse de votre deck, dit qu'en gros pour 2 énergies, il va infliger 30 dégâts par énergie sur tous les Pokémon en jeu, donc les nôtres et ceux de notre adversaire.
Donc c'est relativement intéressant, ça peut vraiment taper fort. En général, entre 120 et 150 la plupart du temps. Le talent, qui n'est pas des moindres, est qu'une fois par tour par Gouplin, vous pouvez défausser une énergie feu pour piocher jusqu'à avoir cette carte en main, ce qui est une synergie hyper stable en avant-première, ce qui le rend quand même plus stable que les autres, je trouve. Mais c'est selon moi l'un des meilleurs, mais il a un counter, vous verrez ensuite. Donc comme je disais, vous avez donc le Goupix et le Fenard. Le Goupix à 70 PV, pour une énergie feu, il brûle. Et le Fenard, il est surtout joué pour sa première attaque. C'est que pour une énergie feu, il va déplacer les marqueurs de dégâts d'un de nos Pokémon sur le Pokémon actif. Donc en gros, l'idée, c'est que si le Gouplin ne s'est pas fait tuer en un coup, vous pouvez en fait le retreat ou le switch, mettre le Fenard en actif, lui mettre une énergie feu et déplacer tous les dégâts qu'il y a sur le Gouplin sur le Pokémon actif. C'est intéressant. C'est vraiment une bonne mécanique. Le deck est plutôt bien pensé. La base du Gouplin, pour sa première attaque, c'est hyper intéressant parce qu'il a appel à la famille pour 2 Pokémon de base. Et ça, c'est le genre d'attaque qui permet de stabiliser les decks et qui est hyper importante en AP. Le bonbon qui est hyper important, il n'y en a pas d'autres dans la méta. Le bonbon qui permet de faire des attaques explosives, ouais. Vous avez la serveuse qui nous permet de regarder les 6 cartes dessus de notre bibliothèque, de choisir une énergie feu et de l'attacher à un Pokémon, ce qui permet soit de pouvoir charger le Gouplin en un tour, soit aussi d'augmenter par conséquent les dégâts du Gouplin. Vous avez 2 Poffins, 3 Pokéregistres, 2 Ludvina et 2 Lily, qui sont, en plus du bonbon, comme je disais, des staples qui sont joués dans une grande majorité des decks. Donc si vous débutez, c'est hyper cool de pouvoir récupérer ce type de cartes, parce que même si elles sont pas chères, en fait, si vous les obtenez pas dans ce type de pack et que vous voulez pas acheter des boosters, vous devez les acheter à l'unité. Et l'air de rien, soit vous les trouvez dans votre ville à des prix relativement corrects, soit il faut les commander sur Card Market et ça commence à faire cher la commune. Donc c'est hyper cool de récupérer ce type de carte en AP, pardon. Et vous avez donc le recycleur d'énergie qui permet de remettre 5 énergies de notre défausse dans notre deck, ce qui est important pour 2 raisons. Déjà, ça permet en fait de récupérer dans le deck les énergies qui ont été défaussées avec le talent du Gouplin. Et justement, le deck pioche énormément. On n'est jamais à l'abri de perdre au deck parce qu'on arrive aux 0 cartes. Et le recycleur d'énergie permet des fois de pas mourir, de pas se suicider concrètement. Donc c'est une carte indispensable. Maintenant, pour les conseils que je peux donner, pour cette liste-là, je garderai le Switch et le Surfer parce que la combo avec le Fenard est vraiment intéressante. Néanmoins, si vous avez des Pokémon en plus à rajouter qui vous semblent intéressants, en général, on a toujours une ou deux énergies en trop, et c'est pensé pour, c'est des énergies qui peuvent être retirées pour améliorer le deck avec des Pokémon que vous avez envie de mettre dedans. En revanche, vous avez quand même besoin d'un certain nombre d'énergie. Les Pokémon n'attaquent pas pour beaucoup d'énergie, mais vous en avez besoin pour piocher et pour attaquer. Vous avez les 2 serveuses, donc vous pouvez descendre à 8 énergies minimum. Et je pense que l'idéal, si vous voulez vraiment mettre un truc dans la liste, c'est d'en enlever une et de rester à 9. 9, ça me semble correct. Ensuite, moi j'ai beaucoup joué, j'ai eu 2 fois le deck. Je suis resté à 2 Goupix et un Fenard parce que dans la méta, il y a Ratentif. Et en fait, Ratentif, c'est pensé pour le format standard pour contrer Fortussimia. En revanche, le Ratentif, en fait, a un talent qui dit qu'on ne peut plus déplacer de marqueur d'un Pokémon vers un autre. Et donc ça contre le Fenard. Du coup, si vous avez un Ratentif, ça peut être intéressant en fait de cut un Fenard pour mettre votre Ratentif.
Je sais que ça peut bloquer votre Fenard, mais dans l'idée où vous êtes potentiellement dans un mirror match où c'est votre adversaire qui va être en mesure de prendre un KO avec son Fenard et pas vous, vous pouvez contrer son Fenard avec Attentif. Et les gens maintenant connaissent le Fenard, beaucoup de gens qui n'ont pas la possibilité de one-shot le Gouplin vont mettre au moins un Ratentif dans leur deck. Donc le Fenard perd un peu en efficacité, il reste intéressant. Du coup, c'est intéressant. En gros, si vous n'avez pas le Ratentif, c'est pas grave. Mais s'il y a deux cartes que vous voulez rajouter dans le deck qui vous semblent plus intéressantes, globalement, les deux cartes à enlever, c'est un Fenard et une énergie feu. Le reste, ça me semble ok. Voilà, moi c'est mon avis, c'est comme ça que j'ai joué, ça s'est bien passé. Vous prenez le risque d'avoir le Fenard en prix, mais en même temps il est situationnel. Vous pouvez du coup aussi, comme vous piochez beaucoup, si vous voulez rentrer une troisième carte et garder qu'un Fenard, enlever le surfeur qui n'est pas un très bon supporter, surtout que vous avez souvent beaucoup de cartes en main. Le switch suffira uniquement. Donc si vous avez 2 à 3 cartes à enlever, si vous avez 2 cartes à enlever, vous pouvez enlever le Fenard et une énergie feu. Et si jamais vous vous rendez compte qu'il y a vraiment une troisième carte que vous voulez mettre, vous pouvez enlever le surfeur. Au-delà de ça, le reste des cartes, il faut les garder. Le Muplodocus, une liste très intéressante, avec un chouïa trop d'énergie. Je vous le dis tout de suite. Alors, le Muplodocus, il inflige 160 dégâts pour 2 énergies et défausse la carte du dessus de notre deck. Il a 160 PV et il a un talent qui dit que quand le Pokémon adverse souhaite retraite, donc pas est échangé, hein, souhaite battre en retraite, votre adversaire va lancer une pièce. Si c'est pile, donc maintenant on sait, enfin on joue au lancer de dés, donc je vais parler en dés, pardon. Il va lancer un dé. Si c'est pair, il peut battre en retraite. En revanche, si c'est impair, euh, votre adversaire en fait ne va pas pouvoir battre en retraite, mais les énergies ne sont pas défaussées. Voilà, concrètement c'est ça. Vous avez pour le support du deck Muplodocus, un Pokémon Psy et son niveau 1. Je suis désolé, je n'ai plus les noms de ce Pokémon. La base, néanmoins, est un Pokémon à 60 PV avec une attaque à une énergie psy qui inflige 10 plus 60 si vous avez joué le supporter qui est au milieu tout à droite, tout à gauche, pardon. Ce supporter dit que vous regardez les cartes, enfin vous regardez la main de votre adversaire et vous piochez autant de cartes qu'il a de Pokémon en main. C'est ok en avant-première. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet à ce Pokémon de taper à 70 pour une énergie. Donc si vous jouez second et vous jouez le supporter, ça vous permet potentiellement de mettre KO le Pokémon de base de votre adversaire. Ce qui est hyper intéressant. Le niveau 2 a une attaque pour 2 énergies qui met 80 et qui dit que vous déplacez une énergie du Pokémon actif vers un Pokémon de banc. Honnêtement, en fait, votre Muplodocus est tellement cher entre guillemets à charger que vous pourrez jamais vous permettre de mettre 2 énergies dessus. En plus, l'attaque n'est pas non plus folle. Donc l'idée de base, c'est certain, à moins que vraiment vous n'ayez rien, c'est de retirer les deux niveaux, hein. La base est vraiment intéressante et vous êtes content de start avec pour pouvoir charger votre Muplodocus sur le banc. Le niveau 1 est inutile. Le plus intéressant, ce serait de trouver d'autres supporters pour booster la base. Dès que vous trouvez des supporters pour booster la base, vous les mettez. Et donc, ce qui est intéressant avec ce Muplodocus, c'est que vous avez les Aurores, qui sont des cartes qui sont pas mal jouées, donc vous allez pouvoir récupérer aussi ces cartes pour vos decks standards. Il y a 2 échanges, c'est hyper cool. Et surtout, le Muplodocus met 160, ce qui sont les PV exacts de Gouplin. Donc 2 choses. De 1, le Fenard est inutile pour le Gouplin parce que du coup le Muplodocus one-shot le Gouplin. Le Gouplin a beaucoup de mal à arriver à 160. En fait, il passe de 150 à 180 et c'est relativement compliqué d'arriver au 180. Donc le Gouplin va en général avoir beaucoup de mal
à tuer en un coup le Muplodocus. Ce qui n'est pas le cas du Muplodocus. Donc le Muplodocus one-shot le gouplin. Il peut pas jouer Fenard, et du coup vous n'avez pas besoin de rentrer un ratentif. Donc maintenant l'idée ce serait de vouloir rajouter des cartes intéressantes, potentiellement d'autres Pokémon. Il y a des bons Pokémon Psy, vous avez besoin d'énergie Psy pour ce deck, ça peut être intéressant. Il y a des très bons Deoxys, notamment avec 0 de retraite. Euh, plus le supporter qui permet de booster la base à 60 PV. Globalement, si vous voulez changer des trucs, donc à savoir du coup, pardon, très bon match-up. Vous avez un très bon match-up contre Gouplin. C'est le meilleur counter à Gouplin. C'est le Muplodocus. Le défaut de Muplodocus, c'est qu'il faut jouer 2 énergies, mais j'ai pas eu trop de soucis. J'ai eu Muplodocus aussi, j'ai pas eu trop de soucis à ce niveau-là. Mais du coup, si vous avez des cartes à rentrer, les cartes à enlever sont les deux niveau 1, Psy, pas le niveau 1 de Mucuscule, les deux niveau 1 Psy, et potentiellement une énergie Psy ou une énergie eau en fonction du nombre de Pokémon de Psy ou eau vous avez mis dans le deck. Vous pouvez jouer à 10 énergies, voire 9, mais bon, globalement, si vous pouvez rester à 10, parce que vous avez la chance de pouvoir enlever 2 Pokémon qui sont mauvais, donc retirez les deux niveaux 1, retirez une énergie Psy ou eau en fonction de vos besoins, et le reste, je vous conseillerais de le garder comme tel. Ensuite, le Faramp, c'est un deck que je n'ai pas joué, mais des amis à moi l'ont eu. J'ai eu quelques retours. Donc je vais vous en faire part. Je l'ai quand même affronté. Donc c'est un Pokémon pareil à 160 PV qui attaque pour 2 énergies. Il y a un talent qui dit que si votre adversaire et vous-même avez le même nombre de cartes en main, vous infligez 80 dégâts supplémentaires. Donc vous passez 240 à 220. Mais le bémol de ce Pokémon, c'est que une fois qu'il est attaqué, il ne peut pas réattaquer. Ce qui est un peu compliqué. Mais ça reste un Pokémon intéressant. Du coup, pour le deck, globalement, le Pokémon va souvent taper à 140. Du coup, ça one-shot ni Muplodocus ni Gouplin. Et du coup, c'est là que le Fenard peut avoir un intérêt. Et du coup, pour vous, ça peut être intéressant de rentrer un Ratentif. Au niveau des supporters, je n'y toucherai pas parce que comme le Pokémon ne peut pas attaquer, vous allez souvent avoir besoin de switch. Donc vous devez garder les deux possibilités, donc avec l'échange et le surfeur, d'échanger les Pokémon. Ensuite, vous avez un nouveau supporter qui vous permet de défausser une carte. Je crois, c'est pas une énergie, je crois que c'est une carte, c'est juste une carte. Et vous pouvez aller chercher 3 Pokémon électriques dans votre deck. Donc ça, c'est intéressant. Toujours pareil, vous avez 1 à 2 énergies à retirer au besoin, ça c'est une certitude, parce que vous n'en avez pas vraiment besoin de beaucoup. Le l'énergie, qui est donc le niveau 1 de Watt est hyper intéressant. Pour 2 énergies, il va infliger 40 et empêcher votre adversaire de jouer des objets, ce qui peut vraiment être intéressant. Pour tempo, vous pouvez très bien bloquer votre adversaire avec l'énergie et préparer plutôt un Faramp sur le banc. Vous avez Emolga. Emolga, pour une incolore, il va chercher 2 énergies de base et vous les mettre dans votre main. Ce qui est intéressant, c'est potentiellement un Pokémon que vous pouvez jouer dans d'autres decks. Moi, par exemple, je l'ai joué dans Muplodocus parce que comme il joue 2 énergies différentes, c'était intéressant de pouvoir aller chercher mon eau et mon psy. Sinon, il a une attaque qui met 30 et je crois que si je dis pas de bêtises, il retourne dans votre main. Je crois que c'est ça. Il est intéressant, néanmoins en vrai dans le deck Faramp, je le trouve pas fou. Vous jouez qu'un type d'énergie, si jamais vous en cutez qu'une, vous en avez 10, ce qui est déjà beaucoup. Pour le coup, les Molga pourraient être enlevés, même si c'est pas votre couleur d'énergie. Ce qui peut être intéressant potentiellement, même quitte à rajouter des énergies psy, c'est de jouer le Deoxys
il y a un Deoxys en fait qui inflige des dégâts, je sais plus, je crois que c'est 40 ou 50, je sais plus, pour une énergie psy et en fait, il vous permet de piocher jusqu'à avoir 5 cartes en main, mais surtout le plus intéressant, c'est que le Deoxys a 0 de retraite. Et donc ce qui devient intéressant, pour le deck, Faramp, c'est qu'un Pokémon qui retourne sur le banc perd les effets qui lui étaient appliqués. Le fait que Faramp attaque et ne puisse plus attaquer ensuite, c'est un effet qui lui est appliqué. Donc s'il retourne sur le banc, il perd l'effet. Donc ce qui est intéressant avec le Deoxys, même si vous mettez pas d'énergie psy, parce que ça vous déstabilise un peu le deck, mais si jamais vous gardez des Emolga, ça peut être intéressant quand même de le garder pour attaquer, mais vous n'êtes pas obligé. Ce qui est intéressant, c'est que ce Deoxys a 0 de retraite. Donc si vous tapez avec votre Faramp, vous mettez les dégâts, vous faites un Surfer ou un Switch, vous passez votre Deoxys, ça ne compte pas comme une retraite, vous pouvez retreat le Deoxys, repasser votre Faramp et réattaquer. Dans ce sens-là, je pense que Deoxys à 0 de retraite est indispensable dans le deck et doit être remplacé soit par les Emolga, soit par les énergies électriques. Pour moi, les seules cartes qui peuvent être retirées du deck, c'est Emolga et énergie électrique, et n'hésitez pas à rajouter un quatrième Légenargie si vous l'avez eu. Sinon, au niveau des match-up, il y a deux juges. Donc lui, il a plus de potentiel de one-shot le Muplodocus, même si c'est dur, mais c'est possible, parce que vous avez deux juges et des fois l'aléa fait que vous avez juste le même nombre de cartes en main que votre adversaire. Donc pour ces raisons-là, ça reste un bon deck. Le fait qu'il puisse bloquer les objets aussi, c'est hyper intéressant. Le fait qu'il bloque les objets, c'est intéressant. Et le fait qu'il puisse tuer en un coup les autres Pokémon à 160 PV, c'est intéressant aussi. Ça aurait été intéressant qu'il mette juste 160 et qu'il n'y ait pas ce besoin du talent, mais soit. Il met 140, mais du coup, c'est un peu comme le Muplodocus, il a le potentiel de one-shot le Gouplin, donc de pas se prendre le Revenge Kill, pas le Revenge Kill, mais en tout cas de se reprendre les dégâts du Fenard, et du coup il peut aussi one-shot Muplodocus. Le dernier, c'est le Nostanfer, le deck, en tout cas moi dans ma boutique où j'ai joué, qui était le plus boudé. Il y a des gens qui ont réussi à perf correctement avec, mais c'est le deck qui a été le plus boudé. Le Nostanfer a 130 points de vie, c'est un niveau 2. Et il a un talent qui dit qu'une fois par tour, vous pouvez, s'il est sur le poste actif, vous pouvez aller chercher une carte de votre deck, la mettre au-dessus de votre, enfin mélanger votre deck et la mettre au-dessus. Il a une attaque pour une énergie ténèbres, il inflige 80 points de dégâts et votre adversaire est maintenant empoisonné et confus. Donc empoisonné, c'est tant que le Pokémon actif, tant que le Pokémon adverse est sur le poste actif, pardon, il prendra 10 dégâts entre chaque entre deux tours, entre les à chaque fois. Et la confusion, c'est un truc, je crois, désolé, j'ai un doute. Je crois que c'est un truc qui reste constamment tant que le Pokémon est actif, et quand le Pokémon veut attaquer, vous devez lancer un dé. Si vous faites pair, l'attaque passe. Si vous faites impair, l'attaque ne fonctionne pas et vous prenez 30 dégâts. Ces deux effets peuvent être enlevés par le fait que le Pokémon retourne sur le banc. Et c'est pour ça, je pense aussi qu'il y a des échanges dans tous les decks et des surfeurs, c'est pour contrer ce deck. Maintenant, le seul Pokémon qui est en soutien avec lui, c'est le Quillfish, qui a un passif qui dit que quand il subit des dégâts, le Pokémon est empoisonné, et il a une attaque qui dit qu'elle fait 30 plus 50 si le Pokémon adverse est empoisonné. C'est un très bon start pour le deck Crobat, pour le coup c'est un Pokémon plutôt menaçant et plutôt agressif. Euh, Du coup, il y a des Pieris qui vous permettent normalement en combo potentiellement avec votre Nostanfer d'aller mettre un autre Nostanfer au-dessus, de faire le Pieris et de jouer le Nostanfer. Bon, la combo est pas insane parce que Nostanfer en lui-même est pas une carte monstrueuse. Et c'est le plus gros défaut du deck. C'est un peu la consistance du deck, c'est que le Nostanfer a 130 PV. Donc c'est plutôt facile pour les trois autres decks de le one-shot.
Le Nosferalto a 40 PV, mais toute la lignée a faiblesse électrique. On notait que c'est le seul deck d'avant-première qui a une faiblesse. Du coup, au deck Faramp, les autres decks n'ont pas de faiblesse entre eux, à part ce deck qui a faiblesse électrique, et donc au deck Faramp. Alors le Faramp tape à 140, donc pour le Nosferalto, c'est pas, enfin, pour le Nostanfer, c'est pas un problème. Mais l'énergie, par exemple, qui met 40, il one-shot le Nosferalto, parce qu'il a 40 PV, donc ça lui met 80. Et en plus, vous êtes item lock. C'est un enfer. Euh, donc c'est le Pokémon qui a le moins de PV. Il a une attaque intéressante, mais il peut pas one-shot. Donc il peut se manger des fenards. Euh, je perds mes mots. Et oui, et c'est le seul à avoir une faiblesse. Donc là-dessus, c'est un peu compliqué. En fait, je trouve qu'ils n'ont pas mis assez en avant la possibilité de profiter du talent du Nosferalto. Parce qu'ils ont même cut une Lily pour mettre le supporter qui pioche 3 cartes. Mais sur le principe, on préfère largement avoir une deuxième Lily, je dirais. Donc dans l'idée, le seul moyen d'améliorer le deck, c'est potentiellement de mettre un ratentif pour être sûr de ne pas vous manger un fenard. C'est le deck attaque pour très peu, donc pour le coup vous pouvez vraiment descendre à 8 énergies s'il faut. Et potentiellement si vous chopez d'autres Nostanfer, potentiellement le Krokorib X, enfin tous ces gros Pokémon, même si vous n'avez pas les niveaux 1, avec la combo du Nostanfer plus le Pieris, vous avez la possibilité de jouer ces gros Pokémon directement. Mis à part ça, j'ai l'impression, de ce que j'ai entendu, je l'ai pas encore joué, j'ai nappé aujourd'hui, peut-être que c'est le deck que je vais avoir, je sais pas. Mais apparemment c'est celui qui est quand même en dessous des trois autres. Euh, Où honnêtement, vous avez des réponses, le deck peut gagner, et si votre adversaire n'arrive pas à battre en retraite, et que il a pas de chance et que la confusion fonctionne tout le temps, c'est compliqué pour lui. Euh, Je pense qu'il y a des choses à faire, mais je pense que le deck a besoin d'être amélioré un peu à chaque fois, sinon c'est compliqué. Euh, du coup, pour revenir, selon moi et selon ce que j'ai entendu, ça a l'air d'être le deck le moins bon. Il a l'air rigolo, mais ça a l'air d'être le moins bon. Les combos sont pas assez aboutis en fait. Faramp, pour moi, est le deck en troisième, car c'est un bon deck, il a un bon potentiel, mais parfois on est vraiment pénalisé par le fait qu'il puisse pas réattaquer. Le Muplodocus, je le trouve vraiment fort, au-delà du fait qu'il faut le stabiliser parce qu'il y a deux énergies différentes. Une fois que le Muplodocus est installé, il y a beaucoup de decks qui n'arrivent pas à le one-shot, et lui one-shot absolument tout le monde. Sans aucune restriction, à part le fait de s'auto-meuler. Donc le Pokémon est vraiment bien. En plus, il a un talent gratuit qui dit que si votre adversaire veut battre en retraite, bah il peut pas. Donc ensuite, ça se challenge entre les deux. Moi, j'ai l'impression que Muplodocus est top 1, mais le Gouplin se challenge. Ils sont un peu à deux sur le podium parce que le Gouplin a moins de potentiel de one-shot les Pokémon. C'est plus dur de monter à au-delà de 150. En revanche, la synergie avec le Fenard fonctionne bien. Il a une synergie qui lui permet d'être relativement stable par rapport aux autres, et c'est ce qui permet au deck parfois de s'en sortir par rapport aux autres. C'est qu'il est beaucoup plus stable que les autres grâce au talent du Gouplin. Et l'air de rien, si on regarde un peu autour, moi j'ai fait une très bonne performance avec le deck parce que j'ai eu la chance d'avoir le base et le Méga Nemelios. Le Méga Nemelios rentre excessivement bien dans le deck, et le fait que le deck feu puisse avoir accès à ce Pokémon en AP fait qu'il peut être vraiment très effrayant. Comme finalement le Muplodocus, où on a des énergies psy et eau, et que dans l'extension, on a des bons Pokémon Psy X, pas excellents, ce sera peut-être pas joué en standard, mais pour le format AP, ce sont de très bons Pokémon.
Et vous avez les Energio, donc si vous avez la chance, d'avoir toute la lignée et l'Amphinobi, vous pouvez vous permettre aussi de jouer l'Amphinobi. Donc pour ces raisons-là, pour moi ces 2 decks-là se battent. Si je fais un top 3, ces 2-là pour moi sont sur le top 1. Le Farm, je le mettrai en top 2 et le Nostanfer en top 3. Voilà, donc j'ai fini pour cette analyse. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. N'hésitez pas à me dire si ce type de vidéo vous intéresse, savoir si c'est un intérêt que j'en refasse ou pas. Sur ce, je vous laisse. Passez une bonne journée et à bientôt.